Les données a débuté par une phase préparatoire au cours de laquelle nous avons sélectionné les avenues, recruté les enquêteurs. Au total, nous avons recruté 66 enquêteurs pour les 22 aires de santé à raison de 3 enquêteurs par aire de santé. Nous avons ensuite formé les enquêteurs pendant 4 jours. À l'issue de cette formation, nous avons organisé un pré-test des outils de collecte. Nous avons également fait une mobilisation communautaire en impliquant les autorités politico-administratives et sanitaires ainsi que les relais communautaires. En ce qui concerne la phase de collecte proprement dite, les données cliniques et sociodémographiques ont été collectées à l'aide d'un questionnaire numérique administré via l'application et puis collecte 5 installée sur les tablettes. Et les variables d'intérêt étaient constituées des variables des données sociodémographiques, des antécédents médicaux, des pratiques sur la COVID-19 et les notions d'exposition au SARS-CoV-2. Des échantillons biologiques ont été prélevés sur tube sec et transportés au laboratoire dans une boîte isotherme. Et une fois au laboratoire, les échantillons étaient centrifugés et le sérum extrait puis conservé à -20 degrés dans un congélateur. À la fin de l'étude, les sérums ont été acheminés à l'INRB dans un congélateur portable à -20 degrés. Une fois au laboratoire, les tests ont constitué un ELISA qui a été confirmé par la sérométhanisation effectuée à l'Institut international de contrôle des zoonoses au Japon. Concernant la technique ELISA, nous avons utilisé le kit Wontai SARS-CoV-2 antibody ELISA dont la spécificité est de 100%, la sensibilité de 94,4%. Ce kit détecte les immunoglobulines dirigées contre le domaine de liaison au récepteur de la protéine Spike. Il s'agit d'un ELISA en sandwich dont le principe est la détection en sandwich des anticorps qui sont entre les antigènes fixés dans la phase solide sur chaque puits et d'autres antigènes conjugués à une enzyme. Et la révélation du complexe est faite par l'ajout du substrat de l'enzyme. La procédure au laboratoire a été faite en respectant les recommandations du fabricant. Nous avons commencé par distribuer 50 microlitres des contrôles positifs et négatifs dans les puits correspondants et 100 microlitres d'échantillons dans les puits réservés aux échantillons. Un puits était gardé vide comme calibrateur. Après une incubation à 37 degrés pendant 30 minutes, la plaque était lavée. Nous avons ensuite distribué 100 microlitres de conjugué dans tous les puits à l'exception du blanc. Après une deuxième incubation à 37 degrés pendant 30 minutes, la plaque était de nouveau lavée. Nous avons ensuite distribué 50 microlitres de solution homogène A, puis 50 microlitres de solution homogène B. Après une troisième incubation, cette fois-ci toujours à 37 degrés mais pendant 15 minutes, nous avons ajouté 50 microlitres de solution stock dans tous les puits. Et enfin, la lecture était faite au spectrophotomètre à une longueur d'onde de 450 nanomètres. S'agissant de l'interprétation des résultats, un échantillon était positif si le rapport de son absorbance sur l'absorbance seuil était supérieur ou égal à 1,1. Il était négatif si ce rapport était inférieur à 1. Nous avons effectué un contrôle qualité en 2 étapes. À la première étape, nous avons fait un contrôle qualité avant les analyses. Et pour cela, nous avons analysé des échantillons pré-pandémiques issus de la surveillance de la rougeole. Ces échantillons, qui étaient censés être négatifs, ont été confirmés tous négatifs. Ensuite, nous avons analysé des échantillons pandémiques. Et là, nous avons utilisé 2 lots d'échantillons. Des échantillons connus positifs, qui ont été confirmés positifs dans notre test, et des échantillons connus négatifs qui ont été confirmés négatifs. Et pendant les analyses, en plus du contrôle positif et du contrôle négatif fourni dans les kits, nous incluons dans chaque plaque un échantillon connu positif et un échantillon connu négatif comme contrôle interne positif et contrôle interne négatif. À l'issue des analyses de la technique d'ELISA, 100 échantillons
positifs ont été sélectionnés de manière aléatoire et de façon à représenter en âge et en sexe le coût des échantillons positifs et ont été expédiés à l'Institut international de contrôle des zoonoses à l'Université d'Hokkaido au Japon, où la séroneutralisation a été faite avec 3 variants du SARS-CoV-2, le variant alpha, delta et omicron. Les données encodées et conservées dans les serveurs EpiCollect ont été extraites sous forme d'une base de données Excel CSV. Et ces données ont été analysées à l'aide du logiciel STETA 15.1. Les variables continues ont été regroupées en médiane et intervalles interquartiles. Les variables catégorielles ont été présentées en proportion. La comparaison de groupes a été faite en utilisant le test de K-carré de Pearson et le test exact de Fisher. Les facteurs associés ont été recherchés en utilisant la régression logistique multiple. Et le seuil de significativité a été fixé à 5%. Nous avons également fait une correction de l'erreur due au kit ELISA. Au cours de cette étude, la confidentialité a été respectée. Les données des participants ont été sélectionnées de façon anonyme et seul un nombre restreint des membres de l'équipe avaient accès aux données des patients. Le consentement était exigé et notre étude a reçu l'approbation du comité éthique de l'école de santé publique sous le numéro que voici. En termes de définition opérationnelle, dans cette étude, est appelé asymptomatique tout participant n'ayant apporté aucun symptôme subjectif à l'infection à SARS-CoV-2. Et une personne polysymptomatique est tout participant ayant rapporté un seul symptôme subjectif de l'infection à SARS-CoV-2. Et un participant séropositif est celui chez qui les anticorps anti-SARS-CoV-2 étaient détectés dans le sérum. Et un participant séronégatif et celui chez qui les anticorps anti-SARS-CoV-2 n'étaient pas détectés dans le sérum. Et les anticorps neutralisants sont des anticorps capables d'empêcher l'attachement du virus à son récepteur. Monsieur le Président, Monsieur le Professeur Président du jury, 489 ont accepté de participer à notre étude. Dans ces 489 ménages, il y avait 3027 membres. Cependant, lors de nos visites, seuls 2200 membres étaient présents et parmi lesquels 2241 personnes étaient éligibles. Et de ces personnes éligibles, seuls 2210 ont accepté de faire partie de notre étude, soit un taux de refus de 0,9%. Et 2197 personnes ont donné un échantillon conforme. En ce qui concerne les caractéristiques sociodémographiques de notre échantillon, 59,1% de nos participants étaient de sexe féminin. 55% provenaient de la zone de santé de Matadi et 45% de la zone de santé de Nzanza. L'âge médian était de 25 ans avec un intervalle interquartile de 16 à 45 ans. Toutes les tranches d'âge étaient représentées avec la tranche d'âge de 20 à 29 ans légèrement supérieure avec 20,3% de participants. En ce qui concerne l'éducation, 50,1% de nos participants avaient déclaré avoir été au moins jusqu'à l'école secondaire et 39% de nos participants étaient des élèves. En ce qui concerne les caractéristiques cliniques de nos participants, 57,8% des participants avaient rapporté au moins un symptôme lié à l'infection à SARS-CoV-2 et 42,2% n'avaient rapporté aucun symptôme. Et parmi les participants symptomatiques, 45% avaient rapporté 2 à 4 symptômes, 35% avaient rapporté plus de 4 symptômes et 20% moins de 2 symptômes. Et la fièvre, les maux de tête, la toux et les frissons étaient les symptômes les plus rapportés par les participants. La séroprévalence brute de l'infection des anticorps anti-SARS-CoV-2 était de 82,3%. Après ajustement du kit, elle était de 88,1%. Et en ce qui concerne les facteurs associés à la séropositivité, nous avons trouvé une association entre la séropositivité et l'âge. En effet, la séropositivité augmentait avec l'âge, avec les participants de 40 à 49 ans et de 70 à 79 ans qui avaient respectivement
5 et 6 fois plus de risque d'être séropositif comparé aux participants de 5 à 9 ans. Cette association a été maintenue et même devenue plus forte en analyse génétique variée. Nous n'avons pas trouvé d'association entre la séropositivité et le niveau d'éducation, le revenu mensuel des ménages, la fréquence de lavage de mains, ainsi que la fréquence du port de masque. Nous n'avons pas non plus trouvé de séropositivité entre l'association entre la séropositivité et la consommation de